Sujet d'intérêt grandissant, n'est-ce pas, la biodiversité au vignoble et associée aussi au paysage viticole dans son ensemble. Donc on a décidé de mener une présentation en commun, disons, à l'inverse de celle qui était dispensée dans la matinée. Voilà. Donc, sujet d'intérêt grandissant, puisqu'aussi la biodiversité a été définie relativement il y a peu de temps, dans la fin des années 80, par Wilson et son équipe. Et pour la définir rapidement, j'ai choisi de vous présenter un schéma enfantin, dirais-je, mais qui permet de bien comprendre que la biodiversité, c'est l'ensemble de la vie, hein, tout simplement, c'est aussi la diversité biologique. Et ça va donc de l'ensemble des organismes aquatiques jusqu'aux mammifères terrestres, en passant par les oiseaux, etc. Et pas uniquement la diversité de ces organismes, mais aussi de leurs fonctions, qui peuvent être utiles à un équilibre écologique ou agrosystémique, au sein duquel l'homme joue un rôle particulièrement important, puisqu'il est bien sûr le seul à pouvoir impacter, que ce soit négativement ou positivement, sur cette même biodiversité et sur son maintien. Alors, plus précisément, au sein de l'agrosystème, la biodiversité joue un rôle particulier également. C'est justement gage de ce qui constitue, proprement dit, l'agriculture, la viticulture, notamment à travers la diversité des cépages et des variétés que certains de nos collègues aussi s'attachent à conserver et à développer de manière à rendre les variétés de plus en plus compétitives, mais aussi toutes les fonctions de la biodiversité qui s'avèrent utiles à la production viticole, à savoir en tête, donc, par exemple, la minéralisation de la matière organique des sols. Voilà, donc quand on parle de lien entre agriculture et biodiversité, il y a l'INRA en 2008 qui a sorti un petit peu ce qui est devenu la Bible de l'expertise scientifique entre biodiversité et agriculture, et donc où il est dit que l'agriculture est le premier facteur anthropique de contrôle de la biodiversité en Europe. Et donc évidemment, ce contrôle peut être positif ou négatif. Voilà, on vous rabâche souvent le côté négatif avec l'utilisation des pesticides, la simplification des assolements, donc, qui tend plutôt à la monoculture au niveau des exploitations agricoles, et du coup moins de diversité au niveau de l'occupation du sol, etc. La destruction de milieux naturels ou semi-naturels comme le drainage de zones humides, qui sont des milieux extrêmement riches en biodiversité. Voilà, la destruction de milieux semi-naturels en général, notamment tout ce qui est à bord de parcelles, avec l'augmentation de la taille des parcelles, liée aux évolutions des pratiques, au machinisme, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on vous rabâche suffisamment. Après, ce qu'on raconte beaucoup moins, malheureusement, c'est tout le volet positif. C'est-à-dire que voilà, on oublie que c'est aussi l'agriculture qui permet d'avoir des paysages diversifiés, et avec une mosaïque paysagère extrêmement importante, qui est souvent le support de la biodiversité. C'est l'agriculture qui crée et qui entretient ensuite tout ce qui est milieu, ce qu'on appelle milieu ouvert, donc voilà, les milieux, les pelouses, prairies, etc., qui sont gérés par l'agriculture. Voilà, en Languedoc-Roussillon, dans la plaine du Languedoc-Roussillon, s'il n'y avait pas d'agriculture, en gros, on aurait une vaste forêt de chênes blancs, quelque chose de très, très homogène et pas si riche en biodiversité. Donc c'est vraiment l'agriculture qui permet de créer, d'entretenir ces milieux, et qui sont en plus vraiment très typiques de la biodiversité méditerranéenne. Et ensuite, c'est les vignerons, les agriculteurs qui entretiennent, qui gèrent tout ce qui est haies, murets, arbres isolés, etc., tout ce qui concerne ce micro-parcellaire, et voilà, tous ces éléments de biodiversité qui sont vraiment importants, quoi. Et donc, pour résumer, il faut retenir qu'il y a quand même des effets de l'agriculture à l'échelle de la parcelle, donc vraiment les pratiques stricto sensus à la parcelle, et puis surtout l'effet de l'agriculture à l'échelle du paysage. Voilà, cette mosaïque paysagère qui est le support d'une biodiversité. La biodiversité, c'est aussi en outil agronomique. Voilà, on parle de services rendus par la biodiversité, ce qui est évoqué un petit peu Benjamin. Voilà, on parle
de fertilité, de stabilité des sols, tout le volet auxiliaire, donc la régulation naturelle des ravageurs. Tout ça, c'est des services rendus pour l'agriculture, qui est rendu permis quand même que via l'application et le respect d'un certain nombre entre guillemets, de bonnes pratiques qui permettent de maintenir en fond de biodiversité dans le paysage et du coup voilà, espérer bénéficier de ces services rendus. Voilà, donc, les bonnes pratiques, entre guillemets, c'est essayer de maintenir une biodiversité pour se donner autant de plus de chances de bénéficier de ces services rendus. Quand on parle de biodiversité, on parle aussi d'espèces protégées, d'espèces rares, en déclin, etc. Donc tout ce qu'on appelle biodiversité patrimoniale. Et là aussi, il ne faut surtout pas opposer biodiversité et agriculture, hein, parce que voilà, quelques chiffres pour illustrer ça. Quasiment la moitié des habitats naturels qui sont classés d'intérêt au niveau européen sont des milieux qui sont gérés par les activités agricoles. En France, 90% des espèces végétales, donc la flore protégée, ce sont la flore liée aux pratiques agricoles également. Et 173 oiseaux à l'échelle européenne, qui sont aussi classés d'un niveau prioritaire en termes de patrimonialité, qui sont dépendants des milieux agricoles et des pratiques. Voilà, donc en lien vraiment très très important. Comment modifier les pratiques, vos pratiques, en faveur de la biodiversité et de son maintien à des niveaux soutenables? Tout d'abord, on l'a abordé à travers les présentations, notamment de Bernadette et Sébastien ce matin, en travaillant sur les pratiques principalement. On sait que la viticulture, c'est 3% de la surface agricole utile pour 20% des produits employés, certes, parce que aussi la vigne est sujette à nombre de bioagresseurs, ce qui mène beaucoup d'entre nous à appliquer et à utiliser une forte dose d'intrants. Mais on a vu notamment à travers les nouvelles techniques de pulvérisation qu'on pouvait améliorer ces pratiques-là et j'ose espérer que ce n'est que le début. Mais l'objet de cette présentation, c'est plus particulièrement de se focaliser sur d'autres alternatives en faveur du maintien de la biodiversité, à savoir notamment l'entretien des abords de parcelles et du paysage viticole au sens large, à l'échelle de l'exploitation ou d'un territoire d'appellation par exemple. Voilà, donc ça c'est un sujet qui est en plein essor mais qui est relativement nouveau voilà, pour les vignerons, c'est-à-dire qu'on leur demande entre guillemets de sortir de la parcelle pour s'intéresser à tout ce qui est à bord. Et donc voilà, on a inventé tout en jargon pour appeler pompeusement tout ce qui est à bord de parcelle, mais voilà, on parle d'infrastructures agroécologiques, de surfaces d'équivalence topographique, des zones réservoirs, etc. Donc voilà, plein de mots compliqués pour désigner les abords de parcelles. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toutes les zones qui, dans le milieu agricole, sont peu ou pas travaillées et où la végétation est majoritairement spontanée. Donc concrètement, c'est tout ce qui est tournières enherbées et fossés, bandes enherbées, des enclaves de garrigues entre les parcelles, etc. Donc ça, c'est des milieux qui ont un intérêt très fort intrinsèquement, parce que ça constitue des habitats pour la faune et la flore sauvage, et ça a un intérêt aussi au niveau paysager, parce que justement, ça permet de diversifier cette occupation du sol au niveau de la mosaïque paysagère. Alors pourquoi on s'intéresse à tous ces abords de parcelles? Alors premièrement, c'est parce que simplement, c'est des milieux à très très forts enjeux pour la biodiversité. Ce sont des lieux de biodiversité où se trouvent jusqu'à 90% de la faune et de la flore sauvage. Voilà, pour faire simple, toutes les espèces qui fréquentent le vignoble utilisent au moins une fois dans leur cycle biologique ces abords de parcelles pour se reproduire, pour se nourrir, pour hiverner, etc. Voilà, donc pour caricaturer une espèce qui utiliserait que la vigne, ce sont les ravageurs, mais voilà, tout le reste utilise aussi les abords. Et puis surtout, c'est que dans la vigne, forcément, le but du jeu, entre guillemets, c'est évidemment d'abord de faire du raisin, et du coup, on a peu de marge de manœuvre pour mieux prendre en compte la biodiversité, parce que forcément on traite, parce que forcément on travaille le sol, etc. Alors que sur les abords, justement, on n'a pas cet enjeu direct de production, et du coup une marge de manœuvre beaucoup plus élevée pour mieux prendre en compte la biodiversité au niveau de la gestion de ces abords. Voilà. Donc pour résumer, les abords de parcelles, c'est à la fois là où il y a les plus forts enjeux en termes d'espèces,
et en plus les moindres contraintes de gestion et donc une marge de manœuvre pour mieux prendre en compte la biodiversité. Donc, ensuite, pour parler de choses plus concrètes, donc on voulait vous présenter deux projets qui parlent de viticulture et de biodiversité. Et donc, en premier projet, c'est un projet qui émane de la profession de la part du syndicat des Côtes de Tongue, donc entre Béziers et Pézenas dans l'Hérault. Donc c'est un syndicat que le Conservatoire d'espaces naturels accompagne depuis déjà 5 ans sur la mise en place de diagnostics biodiversité à l'échelle de l'appellation. Et on avait de plus en plus de demandes de la part des vignerons pour avoir des diagnostics, cette fois-ci à l'échelle de l'exploitation. Voilà. Donc on est parti du constat qu'on n'arriverait pas en termes de moyens humains et financiers de faire des diagnostics d'exploitation chez tous les exploitants qui nous le demandaient. Et puis il y avait ce côté un petit peu descendant qui nous plaisait pas trop. Donc l'idée c'était plutôt de faire quelque chose de plus participatif en mettant en point une méthode qui permettait aux vignerons de faire leur auto-diagnostic de biodiversité à l'échelle de leur exploitation. Voilà. Et donc l'objectif c'est de faire une photo entre guillemets de la biodiversité à l'échelle de l'exploitation, mais aussi et surtout de mettre en place un plan d'action derrière pour mieux prendre en compte ces enjeux. Donc en 2012, 14 exploitations ont décidé de se lancer dans l'aventure et donc ce projet a été soutenu par la Fédération héroltaise des IGP et le CG34. Donc concrètement, comment ça s'est déroulé? C'est d'abord au sein du conservatoire la construction d'un outil dédié pour les vignerons et ensuite donc une formation des vignerons à ce nouvel outil qui permet d'identifier sur l'exploitation tout ce qui est enjeu de biodiversité via des indicateurs simples observables sur le terrain et toujours essayer de diriger cette évaluation vers les questions de gestion de milieux naturels et semi-naturels. Voilà, pour que ça soit aussi techniquement et économiquement pertinent de réaliser cette gestion. Donc, après cette formation collective, les vignerons réalisent tout seuls chez eux sur le terrain leur autodiagnostic. Et donc on a mis en place un site internet cartographique où les vignerons peuvent saisir leurs observations. Ensuite, le Conservatoire d'espaces naturels revient dans la danse et analyse un petit peu toutes ces données qui ont été observées et saisies par les vignerons pour en faire le bilan et formuler des préconisations de gestion de tout ce qui est à bord de parcelles. Et ensuite, découle la mise en œuvre du plan d'action. Donc, juste en 2 mots, au niveau plus technique, scientifique sur la méthode, donc ça se base sur une évaluation à la fois quantitative et qualitative de tout ce qui est milieu naturel et semi-naturel. On se base sur des indicateurs de terrain, simples, accessibles, vraiment quelque chose que les vignerons puissent réaliser rapidement et sans compétences naturalistes très poussées, et toujours orienté vers la gestion. Voilà. Et l'autre intérêt, c'est via la saisie sur l'outil cartographique, d'avoir une sorte de monitoring de la biodiversité à l'échelle de l'exploitation, pouvoir suivre dans le temps notamment les effets qu'on espère positifs de la nouvelle gestion entre guillemets qui sera appliquée après le diag. Voilà. Donc en 2012, 14 exploitations dans l'aventure et donc ça représentait 463 hectares qui ont été analysés par les vignerons, 287 parcelles concernées, 64 hectares d'abord de parcelles qui ont été inventoriés, évalués et où il y a eu une réflexion au niveau de la gestion. 96 km de linéaires, de fossés, de bandes enherbées, de haies, etc. qui ont été analysés. Et donc ça a conduit à un plan d'action qu'on a voulu ambitieux avec, pour cette première année de mise en œuvre, plus de 3 km de haies qui ont été plantées, 45 arbres isolés et puis 3 hectares de milieux ouverts qui ont été restaurés. Voilà. Donc ça c'est une première étape. Les vignerons ont voulu quelque chose un petit peu photogénique pour cette première année du plan d'action. L'année prochaine, on doit revenir aussi sur tout ce qui est accompagnement technique pour le changement de pratique de gestion des abords de parcelles existants, mais aussi toute une série de nouveaux aménagements, recalibrage de fossés, création de mares, lutte contre des plantes envahissantes, etc.
Et l'objectif de cette méthode, c'est aussi d'en faire quelque chose d'exemplaire et de diffusable, et donc permettre l'extension de la démarche à de nouvelles appellations. Donc il y a plusieurs nouvelles IGP donc, dans l'Hérault qui se lancent dans l'aventure en 2013. Un nouveau groupe sur les côtes de Tongue, un groupe sur les côtes de Thau, Montagnac, Coteaux de Béziers, Coteaux d'Ancérune. Voilà, donc la démarche fait tache d'huile au fur et à mesure. Et ça va permettre de donner encore plus de valeur et de valoriser le travail des vignerons sur cette thématique nouvelle. Alors, dans d'autres mots, ce que dit cette expérience en Côte de Tongue, ça montre qu'il ne suffit pas besoin d'être grand spécialiste de la biodiversité au sens large pour correctement identifier les enjeux et les espaces à proximité du vignoble d'intérêt écologique. Le but premier, c'est de savoir bien les gérer, les maintenir, et après on peut penser aussi à augmenter leur potentiel écologique en profitant des espaces entre guillemets libres, ou plutôt non cultivés, pour mettre en place vraiment des actions de conservation. Les deux principales recherchées, notamment, en premier lieu, déjà, je vais commencer par présenter une des plus connues, c'est la mise en place de haies pour nombreux atouts, à la fois écologiques et agronomiques, puisque l'intérêt est de concilier les deux. Donc forcément, il convient de s'orienter vers des espèces qui sont tout d'abord adaptées aux conditions pédoclimatiques de la zone. Donc par exemple, dans un contexte méditerranéen, ce sera des espèces type oléacées et j'en passe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais tout d'abord, s'assurer que justement ces haies soient reconnues, composées d'espèces reconnues potentiellement favorables à la faune auxiliaire. Il reste encore beaucoup à faire là-dessus, c'est pour ça que je pèse mes mots en disant que telle ou telle espèce va pouvoir héberger tel ou tel prédateur de ravageur, ce qui ne veut pas dire que ce prédateur-là sera forcément là dans l'année de plantation ou l'année N+1 et qui va avoir une action sur les tordeuses en l'année N+2 par exemple. Mais déjà, s'orienter sur des espèces potentiellement hôtes de phytocéidés ou de prédateurs de tordeuses, c'est ce qui peut représenter un atout pour la production. Derrière, on va aussi mettre en place les haies dans des espaces où elles peuvent avoir un effet contre l'érosion, donc notamment dans les sols de pente, et en focalisant sur des espèces dont le potentiel racinaire est assez important. Ensuite, facile d'entretien, ça peut être un atout lorsqu'on décide de mettre sa haie dans la continuité d'un rang de vigne. Et là, on peut donc, par exemple, l'entretenir facilement en sélectionnant des espèces qui sont résistantes aux interventions type rognage et lagage, et on va pouvoir venir avec sa rogneuse et entretenir la haie dans la continuité de notre parcelle qui a été travaillée. Donc ça, c'est aussi un gain de temps que peut représenter la mise en place d'une haie à proximité du vignoble. Voilà. Et en plus d'espèces autochtones, bien sûr, s'orienter sur des espèces les plus éloignées sur le plan systématique de Vitis vinifera, puisqu'on veut qu'elles hébergent une faune si possible auxiliaire, mais on ne veut surtout pas qu'elles soient des potentiels hôtes de ravageurs du vignoble. Voilà. Sur le plan plus écologique, il faut diversifier aussi le choix d'arbustes de manière à présenter à ce que la haie présente donc une floraison étalée dans le temps, donc en associant espèces précoces et espèces plus tardives, mais aussi en quantité, une grosse floraison qui présente donc des espèces qui vont fournir nectar et pollen à l'ensemble de la biodiversité, pas unique, et donc tous les pollinisateurs, et pas uniquement l'abeille domestique qui fait souvent l'objet d'un symbole, mais qui n'est pas non plus c'est pas la seule à être utile, notamment à la pollinisation. Les abeilles solitaires peuvent être favorisées justement par une diversification des arbustes choisis. Voilà. Et en associant aussi espèces caduques à feuillage caduc et persistant, on permet de garder l'effet de refuge et d'habitat de la haie sur l'ensemble de l'année, y compris en période hivernale. Donc, par exemple, voici un exemple de pente donc, chez nos collègues du Limousin qui participent au projet sur lequel nous travaillons pour la mise en place de ces haies. Donc, où on profite de larges abords de parcelles ou de pentes à proximité du vignoble pour mettre en place la haie et donc concilier les intérêts que je viens de vous présenter. Voilà. On profite également des voies d'accès et des chemins d'accès pour justement mettre en place ces haies à proximité de ces derniers, de manière à ce qu'elles ne viennent pas encombrer notamment le passage avec les engins.
Donc, en plus de maintenir ce qui est à bord de parcelles et d'optimiser leur potentiel écologique, pour ceux qui peuvent, et dans le pourtour méditerranéen, il faut bien prendre des précautions avant de se lancer là-dedans, on peut enherber directement les parcelles de vignes. Donc là aussi, il va falloir concilier à la fois intérêt agronomique et écologique. Le but étant de sortir du mélange classique fétu-cré-gras que tout le monde connaît et qui certes augmente la portance du sol et permet de rentrer dans sa parcelle assez rapidement après les pluies, mais qui n'a aucun intérêt strictement pour la biodiversité. Donc de là, on va toujours s'orienter vers des intérêts agronomiques connus, que le mélange fétu-cré-gras aussi permet, notamment portance élevée, croissance limitée, faible concurrence puisque c'est une association de graminées avec la vigne, notamment donc sur nos régions. Mais on va pouvoir donc essayer de diversifier ce couvert en sortant du couple graminées-graminées et en y associant par exemple des espèces de fabacées, légumineuses, pardon, donc luzerne, etc. Où là déjà, ces espèces-là, au bout d'un certain temps, pourront être autonomes en ce qui concerne ressources azotées et qui vont diversifier aussi le couvert et présenter une floraison quantitative bénéfique à l'ensemble des pollinisateurs, encore une fois. Voilà. Tout en focalisant de préférence sur des espèces adaptées aux conditions pédoclimatiques, encore une fois. Donc par exemple, en région méditerranéenne, s'orienter vers des types de luzerne adaptés à une faible ressource en eau, donc des luzernes méditerranéennes qui ont été développées par les semenciers, qui s'adaptent très bien à nos sols dans la région. Donc par exemple, si on veut aussi diversifier ce couvert, on peut y associer des espèces plus d'ordre des messicoles, qui peuvent paraître relativement communes pour beaucoup, mais dont le déclin dans les agrosystèmes est assez inquiétant. Donc ce serait aussi le moyen d'y apporter un intérêt d'ordre plus patrimonial en l'occurrence. Voilà. Ensuite, on peut aussi s'orienter vers le choix des parcelles les plus propices à la mise en place de l'enherbement, toujours en y allant à tâtons et en s'assurant aussi peut-être de focaliser sur des parcelles au sol profond où la ressource hydrique, excusez-moi, ne sera pas limitante, ou alors on n'a jamais eu tant de problèmes de rendement que ça. Donc pour ce faire et y aller, disons, j'aurais tendance à dire gentiment, on ne va pas enherber l'ensemble de nos 30 hectares tous les rangs d'un coup, mais on va peut-être commencer par mettre en place l'enherbement sur un rang sur 4 en limitant la largeur de l'interrang semé pour ensuite suivre sur les 2 premières années quelle est l'évolution de la production sur ces parcelles enherbées et voir si on juge les résultats corrects de peut-être augmenter cet enherbement à un rang sur 2 et après voir si l'enherbement complet peut être envisagé. Donc il convient d'être assez prudent sur ce plan-là, d'autant plus qu'on peut déjà œuvrer sur la mise en place et la gestion des espaces aux abords de parcelles. Tout ça pour dire qu'on peut donc mettre en place des choses dorénavant, et on a l'espace pour ça, puisque par exemple les 700 hectares caractérisés en costière de Nîmes montrent qu'on a des espaces interparcellaires qui représentent quand même 7% de la zone identifiée. Donc oui, on a la place. Il suffit d'identifier les espaces qui représentent donc ces 7%-là, auxquels on peut ajouter aussi les espaces de forêt ou de friches qu'on peut également optimiser. Voilà. Donc après, si on souhaite, en fonction un peu des évolutions de l'état des connaissances en ce qui concerne la faune auxiliaire, aménager donc des espaces directement à proximité du vignoble, là on va commencer à penser à mettre en place de l'enherbement semé avec des espèces adaptées. Mais avant, déjà, se focaliser sur les abords de parcelles, ça limite les risques, disons. Autre élément de perspective, donc la nouvelle PAC pour 2014. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le volet vert pour ce qui concernerait la viticulture en Languedoc-Roussillon? Donc, un des éléments clés du verdissement, c'est une obligation d'atteindre 7% de ce qu'ils appellent les surfaces d'intérêt écologique à partir de 2014 pour déclencher les aides.
Alors si ce 7% peut impressionner, au départ, il faut bien se rendre compte que ce sont des surfaces qui sont calculées à partir de coefficients. Donc 7% de surface d'intérêt écologique, en surface réelle, c'est presque moins de 1% de la SAU réelle sur les exploitations. Donc voilà, pour dire qu'en Languedoc-Roussillon, pour ce qui est des exploitations viticoles, 99,9% des exploitations y sont déjà. Et du coup, voilà, on peut dire que c'est un objectif qui n'est pas du tout ambitieux pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les exploitations viticoles de la région. Donc oui, c'est possible, vu que tout le monde y est à peu de choses près. Et en plus, donc, ce qu'on peut regretter, c'est voilà, on s'intéresse toujours au volet quantitatif d'abord de parcelles. Est-ce qu'en surface, il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Mais donc la future PAC ne s'intéresse toujours pas à la gestion qualitative de ces milieux-là. Comment faire pour que ces surfaces, en plus d'exister, qu'elles aient une vraie valeur écologique et également aussi un intérêt en termes agronomique, voilà ce que je disais tout à l'heure, essayer de profiter le plus possible des services rendus de la biodiversité. Focaliser sur des aménagements et profiter on a tout à faire encore dans ce milieu, mais se pencher plus sur l'aspect qualitatif de ces abords, et notamment sur le plan écologique, mais aussi agronomique, en vue de savoir quelles espèces végétales pourraient être potentiellement favorables à une faune auxiliaire directement utile à la production viticole. Merci de votre attention. Merci. Merci Benjamin.